Donc, l'objectif de cette session est de comprendre les deux nouveaux projets de loi sur l'immigration du Royaume-Uni et de la France en conversation l'un avec l'autre. Donc, les voir comme les deux faces d'une même médaille, issues de deux pays dont les politiques d'immigration se côtoient et se répondent. Donc, nous avons donc voulu tenir un espace pour entendre parler de la résistance organisée à la base dans les deux pays, pour trouver l'inspiration, tirer des leçons et continuer à travailler ensemble pour une solidarité et une action transnationale. Nous avons choisi cette semaine du 1er mai pour la session afin de nous ancrer dans le contexte d'une mobilisation de masse croissante et de grève au Royaume-Uni, en France et dans toute l'Europe, en réponse à la crise du coût de la vie, aux réformes des retraites et à la répression gouvernementale toujours croissante contre les personnes migrantes, les personnes trans et d'autres communautés marginalisées. Les chants de solidarité avec les sans-papiers et une délégation de grève transnationale lors de la marche de lundi à Paris et à la bannière de les droits de migrants sont les droits de travailleurs déposés sur le pont de Westminster à Londres, également lundi. C'est le bon moment pour cette conversation. S'appuyant sur cette énergie et des décennies et des siècles de construction de solidarité transnationale. Avec tout ça à l'esprit, je vais maintenant présenter les intervenants d'aujourd'hui. Je vais parler brièvement en français pour présenter Anna et Bshira. Anna Siblé est chargée d'études au GISTI. Elle travaille sur les questions migratoires depuis 2010. Anna a également travaillé au réseau Migre-Europe. Le GISTI est le groupe d'information et de soutien des immigrés et c'est une association nationale de défense des droits des migrantes et migrants. Et le GISTI est également membre du forum depuis sa création. Shira Bania est exilée d'origine tunisienne depuis 8 ans. Elle est déléguée du 18e arrondissement au sein de la CSP 75 et médiatrice interculturelle en langue. La CSP 75, c'est la coordination 75 des sans-papiers et c'est un collectif autonome parisien de sans-papiers qui existe et lutte depuis plus de 20 ans. Finally, Zoe Bantelman Zoe Bantelman est la directrice juridique d'ILPA et l'Immigration Law Practitioners Association, qui représente 4000 juristes au Royaume-Uni. Et finalement, juste pour présenter un peu le forum transfrontalier, Cross Border Forum, c'est un espace pour les organisations de la société civile et les militants intéressés par la frontière entre le Royaume-Uni, la France et la Belgique pour échanger des informations et des expertises sur les questions de migration transfrontalière et d'asile et pour travailler à un plaidoyer commun. Nos membres vont des organisations nationales de défense des droits des migrants aux organisations locales de base fournissant un soutien direct aux personnes en déplacement. Voilà, donc pour commencer, je vais passer la parole à Anna pour discuter du projet de loi français. Merci. Merci Francesca. Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer de très brièvement vous présenter l'état actuel du projet de loi Asile et immigration et la manière et le contexte dont tout cela est arrivé. Donc, dans ma présentation, j'essaye aussi de tenir compte du fait que donc nous avons des personnes du Royaume-Uni et de Belgique qui ne connaissent pas forcément le système français. Donc, je suis désolée s'il y a des choses que vous connaissez déjà ou que vous maîtrisez déjà, ou si, à contrario, il y a des choses que vous ne connaissez pas, on pourra en reparler au moment des questions. Donc, vous le savez certainement, depuis 30 ans, en France, nous assistons à une détérioration des conditions d'accueil et au non-respect des droits des personnes exilées, avec en particulier des réformes qui ont lieu tous les 3-4 ans environ, en moyenne, des réformes du Code de l'entrée et du séjour des étrangers, ce qu'on appelle le CESEDA. Et cette réforme-là qui était annoncée n'échappe pas à la logique habituelle. Les propositions qui sont faites par le ministre de l'Intérieur, du ministre du Travail ou ensuite par la commission des lois du Sénat font écho aux plus dures lois, plus dures lois françaises, dites Pasqua en 1986 et 93, puis celle de Sarkozy en 2003 et 2006. Donc, je fais un très bref rappel du contexte et du processus législatif. Vous le savez, une fois que le projet de loi est présenté en Conseil des ministres, il y a en théorie une navette entre l'Assemblée nationale et le Sénat
avec deux allers-retours et une commission mixte paritaire en cas de désaccord. Et il faut savoir que déjà pour ce projet de loi, après la présentation en Conseil des ministres, il a été décidé de l'introduire en procédure accélérée, c'est-à-dire déjà indication de s'affranchir du débat parlementaire. Vous n'êtes pas sans le savoir également, il y a une... excusez-moi, j'ai un écho, il doit y avoir un micro qui est ouvert. Et je vais regarder ça. Vous n'êtes pas sans le savoir. Merci. Vous n'êtes pas sans le savoir, il y a également en ce moment une réforme des... Enfin, disons que la réforme des retraites est passée, il y a un contexte très dur, de mobilisation très importante. Et finalement, au mois de mars 2023, à la suite de l'allocation présidentielle, il a été annoncé le retrait de ce projet de loi avec un retour possible en plusieurs textes. Puis, dans les derniers développements tout récents, il y a eu une annonce d'Elisabeth Borne pour un éventuel projet de loi qui pourrait refaire surface dès l'automne. Donc, les mesures dont je vais parler, ce que je vais évoquer là aujourd'hui, ce n'est pas l'état du droit, ce n'est pas la loi, mais cela nous donne des indications très précises sur l'esprit et la manière dont le gouvernement veut avancer en matière d'immigration. Donc, ce projet de loi avait été présenté comme étant une réponse au soi-disant problème de l'immigration, je mets des gros guillemets, une question dont il faudrait absolument s'occuper et qui rappelle les constats que nous avions dégagés lors de la journée d'études du Cross-Border le 10 novembre 2021, durant laquelle Lucy Meiblin nous avait rappelé que les États produisent activement une crise tout en prétendant fournir des solutions. Elle nous rappelait aussi que le colonialisme a créé un répertoire de représentation faisant de ces personnes des individus menaçants dont les mouvements migratoires devaient être stoppés. Cela me paraissait très important de rappeler ça, puisque la France poursuit également la construction de politiques migratoires en construisant un discours qui est hostile aux migrantes et aux migrants sur la base de contre-vérités et de chiffres qui sont pour une grande partie erronée concernant les mouvements migratoires. De plus, autre caractéristique, le gouvernement a présenté ce projet de loi comme étant équilibré, fondé sur un diptyque humanité, fermeté, mais après étude des mesures, on peine réellement à voir ce qui pourrait permettre de renforcer l'intégration des personnes. En effet, la plupart des mesures sont répressives, associant immigration et délinquance. Donc, on est sur cet amalgame qui nous avait déjà été présenté notamment au Royaume-Uni lors des journées d'études du cross-border. Et donc, ce projet de loi a beau être reporté, c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'il revienne en un texte ou bien en plusieurs. Évidemment, les associations ne se leurrent pas sur les intentions du gouvernement qui ont été énoncées à plusieurs reprises par le ministre de l'Intérieur, que ce soit dans la presse, dans l'étude d'impact. Et c'est donc un véritable plan de restriction des droits au séjour et d'expulsion massive qui constitue l'essentiel de ce projet de loi. Si vous devez retenir quelque chose, je pense que c'est bien cela. Il s'agit de précariser toujours davantage, qu'il s'agisse des difficultés et obstacles toujours plus nombreux pour accéder au droit du séjour. Alors, la spécificité de ce projet de loi, et c'est là aussi où je pense qu'il y a quelque chose à retenir, c'est que il s'agit dans ce projet de loi de remettre en cause les acquis des catégories dites protégées, c'est-à-dire des personnes qui sont intégrées depuis longtemps. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que ça faisait écho à des lois très dures, c'est-à-dire que des personnes qui sont intégrées depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, eh bien, l'idée, c'est de remettre en cause ce droit au séjour. Donc, je vous le disais, je vais vous donner quelques exemples des mesures qui sont contenues dans ce projet de loi. Donc, en fait, si vous voulez, le projet de loi touche à toutes les étapes du parcours, touche les personnes et les droits à toutes les étapes du parcours, donc que ce soit l'entrée, le séjour, l'expulsion ou le droit d'asile. Donc, pour ce qui concerne l'entrée, exemple de mesures qui pourraient concerner les différentes frontières. Donc, vous le savez qu'il y a, enfin, vous le savez peut-être, il s'agit d'imposer la prise d'empreintes et de photographies coercitives, c'est-à-dire sans le consentement des personnes au moment du franchissement des frontières. Donc là, ça risque de concerner, pas mal de personnes.
ou alors au moment de la retenue administrative pour vérification du droit au séjour au moment d'un contrôle. Donc là, on a pas mal de personnes qui risquent d'être concernées par cette prise d'empreinte forcée. On a aussi d'autres mesures au niveau de l'entrée qui concernent un nouveau motif de refus de visa pour les étrangers ou les étrangères qui ont fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français et qui serait quasiment une impossibilité de revenir sur le territoire français en cas de précédente OQTF, c'est-à-dire ce que je viens de dire, obligation de quitter le territoire français. Donc, au niveau de l'entrée, on voit que c'est les possibilités de limiter les entrées qui sont privilégiées. Au niveau du droit au séjour, on constate, et c'est là une grosse partie du projet de loi, une fragilisation du droit au séjour. Avec, par exemple, pour des cartes qui étaient plutôt dites favorables pour les personnes étrangères, c'est-à-dire les cartes de séjour pluriannuelles ou la carte de résident, l'exigence de réussite à un examen de français et dont le niveau de langue est rehaussé. Donc, c'est-à-dire qu'on ajoute une condition pour limiter l'accès à une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident. Je le rappelle, la carte de séjour pluriannuelle avait été introduite pour justement éviter de faire que les personnes restent sous des cartes de séjour temporaires continues. Donc là, on voit qu'on durcit l'accès à cette carte de séjour pluriannuelle. Il y a aussi une nouvelle condition de résidence habituelle en France pour les cartes de séjour pluriannuelles et les cartes de résident. Pour des cartes de séjour pluriannuelles étudiants, il faudrait redémontrer à chaque fois le caractère réel et sérieux des études qui sont en cours. Voilà, donc ça sont des exemples qui concernent le séjour et qui montrent qu'on essaye de le fragiliser. Une autre mesure dont on a beaucoup parlé en France, c'est l'équivalent, enfin ça a été consacré par la commission des lois, le contrat d'engagement républicain, c'est-à-dire à respecter les principes et les valeurs de la République, comme par exemple la liberté de conscience, la liberté d'expression, mais aussi le respect des symboles de la République. Et donc, la difficulté ici, c'est que on ne sait pas trop comment ça… Il y a déjà un contrat accueil et intégration, on ne sait pas trop comment ça va s'articuler avec, mais le gros danger, c'est en cas de… Si l'on constate qu'une personne ne respecte pas ces valeurs de la République, qui sont assez compliquées à appréhender, eh bien, derrière, il peut y avoir des conséquences, c'est-à-dire une non-délivrance de titre de séjour ou alors, éventuellement, un retrait de titre de séjour. De même, et là, c'est un point central de ce projet de loi, la notion de trouble ou de menace à l'ordre public est très présente dans ce projet de loi. Bien que cette notion soit déjà introduite dans le Code des étrangers, le CESEDA, et très utilisée en pratique, il s'agit là d'une notion qui souffre d'un déficit de définition. Et c'est un nouvel outil qui est à la disposition des préfets pour refuser ou retirer un titre de séjour, une fois de plus, pour des motifs aux contours flous et qui ouvrent la voie de l'arbitraire. Je vais vous donner des exemples. Ont pu être considérés comme du trouble à l'ordre public, une bagarre devant un lycée, des excès de vitesse, ou bien le fait d'avoir été arrêté et d'être passé en garde à vue, pourtant classé sans suite, c'est-à-dire que derrière, il ne s'est rien passé. Eh bien, ces motifs-là ont permis de retirer ou ne pas renouveler des titres de séjour à des personnes étrangères. Autre axe, certaines catégories en France sont dites protégées, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas être expulsées ou faire l'objet d'un retrait de titre de séjour, sauf pour des motifs extrêmement graves. Et donc, c'est le cas des personnes ayant des liens familiaux très intenses, comme les conjoints de Français ou les parents d'enfants français. Avec ce projet de loi, les protections sont totalement remises en question, ce qui ouvre la voie à davantage d'expulsions. Alors là, ça concerne moins nos thèmes de travail au niveau du Cross Border Forum, je pense, mais il faut quand même savoir qu'une personne qui serait condamnée pour des crimes ou des délits qui seraient punis de 5 ans d'emprisonnement, mais c'est un plafond. Si ces personnes-là sont condamnées, eh bien, ces personnes-là peuvent être expulsées. Mais on parle de crimes et délits punis de 5 ans d'emprisonnement, mais c'est un plafond, c'est-à-dire que des personnes qui seraient condamnées à seulement 2 mois ou 3 mois de prison dans les faits seraient concernées par cette exclusion de la protection. Donc, je suis désolée, c'est très technique comme mesure, mais le droit des étrangers est relativement complexe et technique, et c'est volontaire, puisqu'il s'agit toujours de complexifier la situation des personnes pour rendre leur vie plus difficile. Je mets des guillemets.
Alors, pour ce qui est du titre de séjour métier en tension, qui était le volet dit humaniste de ce projet de loi, il pose en réalité beaucoup plus de questions qu'il ne pourrait en résoudre. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est la création d'un titre de séjour supplémentaire, une régularisation par le travail, mais sur des métiers pour lesquels on a du mal à trouver de la main-d'œuvre. Donc, on voit assez rapidement la vision utilitariste de cette mesure. Et en plus, en pratique, cela risque d'être très difficile de pouvoir prouver ou démontrer une activité salariée passée donc de 8 mois alors qu'on était sans papier. Donc, mesure assez hypocrite et complexe en pratique à mettre en œuvre. Avant-dernier point, la réforme importante de une proposition de modification du droit d'asile avec, je vous fais très rapidement, la déconcentration des services de l'asile, de l'OFPRA et de la Cour nationale du droit d'asile, donc les instances qui sont chargées d'accorder une protection internationale aux personnes. Donc cette déconcentration au niveau des territoires, c'est-à-dire que cela ne se retrouvait pas dans la région parisienne d'Île-de-France, mais bien sur tout le territoire. Une généralisation également du juge unique, c'est-à-dire une seule personne pour décider si la personne peut ou non bénéficier d'une protection internationale. Et puis d'autres mesures qui concernent le droit au travail immédiat de certains demandeurs d'asile dont le taux de protection serait très élevé, euh, mais créant de fait une discrimination envers les autres qui doivent attendre plusieurs mois, donc au moins 6 mois, avant de pouvoir solliciter une autorisation de travail. Enfin, donc là, je vous le disais, c'était plutôt le contenu du projet de loi. La commission des lois est venue parachever un système qui est déjà très dur, c'est-à-dire que la commission des lois s'est saisie de ce projet de loi, donc les parlementaires se sont saisis, ont travaillé dessus, ont apporté à peu près 70 amendements qui ont été intégrés, et on durcit, mais considérablement, ce texte. Donc, par exemple, en renforçant des conditions du regroupement familial, c'est-à-dire la possibilité de faire venir sa famille lorsqu'on a un droit au séjour. La commission du Sénat a remplacé l'aide médicale d'État par une aide médicale d'urgence hyper restrictive. L'aide médicale d'État, c'est ce qui permet d'accéder à des soins quand on n'a pas de papier. Donc ça, ce serait considérablement réduit. La commission des lois a renforcé les conditions d'accès au titre de séjour étranger malade, a proposé le fichage des mineurs isolés étrangers, a beaucoup travaillé sur la restriction de la délivrance de visas qui était conditionnalité à l'aide au développement, la durée maximale d'assignation à résidence. En bref, un texte extrêmement durci. J'espère que vous m'entendez toujours parce que je vois que j'ai une connexion instable, mais je vais donc essayer de conclure. En fait, ce que je voulais vous dire qui était d'important, c'est que quand on renforce et qu'on maintient des obstacles au moment de la régularisation des personnes pour la rendre plus difficile ou alors empêcher des personnes d'accéder au droit au séjour, c'est les maintenir dans un état de grande précarité qui s'appuie sur une logique de dissuasion des migrations et qui s'appuie aussi sur le fait qu'on considère que les personnes étrangères ne sont pas désirables, elles doivent rester invisibles. Et donc ce projet de loi, en quelque sorte, il s'appuie ou il épouse les thèses et les objectifs d'une droite qui est toujours, d'un parti de droite, qui est toujours plus haineux à l'égard des personnes étrangères. Voire pour certaines parties du texte et des amendements qui reposent vraiment sur les idées nauséabondes de l'extrême droite, donc comme par exemple la double peine ou les quotas. Et ce sont des mesures qui sont xénophobes, clairement. Et donc, pourquoi maintenir les personnes dans une grande précarité? C'est avoir une main-d'œuvre qui est corvéable à merci, mais c'est aussi pouvoir garder le contrôle sur les personnes. Et les personnes n'ont qu'une jouissance très précaire des droits qui ne leur sont pas, qui ne sont pas finalement reconnus ou accordés. Donc, alors, je sais que dans une autre partie, on va parler des mobilisations des associations, donc je ne reviens pas dessus. Néanmoins, nous, ce qu'on demande, c'est
Donc, ce qu'on demande ou ce qu'on souhaiterait, c'est une inversion totale déjà de la vision de cette logique en fait qui vise à criminaliser, à associer les migrants à de la délinquance, donc qui repose sur vraiment des contre-vérités. Et la deuxième chose, ce serait revenir à l'esprit de la loi des années 84, donc 1984, qui disait que on donnait un titre de séjour aux gens pour qu'ensuite ils puissent trouver un travail, un logement et s'intégrer dans la société. Or, aujourd'hui, on demande aux personnes étrangères de prouver qu'ils sont intégrés, qu'ils ont un travail et qu'ils ont un logement, et ensuite on leur donne un titre de séjour, ce qui est complètement un non-sens et complètement illogique. Donc, je conclus en disant que nous sommes actuellement dans une période vraiment de grande précarisation, avec des grandes questions économiques, climatiques, où la mobilisation des retraites, par exemple, nous montre que ce qui préoccupe les gens, ce n'est pas l'immigration, ce sont d'autres sujets. C'est comment payer ses factures, comment se battre ou combattre le changement climatique, ou voilà, ou des questions écologiques. Ce sont ça les vraies questions et non pas l'immigration. Voilà. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et je suis désolée, c'est très technique, mais ça permet de prendre la mesure et de l'ampleur de ce qui risque d'arriver aux personnes étrangères à l'automne prochain. Merci. Thank you very much, Anna, for that really Merci clear beaucoup, Anna, pour explanation cette of explication très the claire et project law cette and analyse du projet de loi immigration. Asile et Migration. And Je I'm vais going to call on maintenant Zoe demander to à talk about Zoé de nous immigration. parler du contexte britannique, s'il vous plaît. Thank you, Francesca. And Merci Francesca, merci à tous d'avoir organisé cette session Cross Border Forum. Je suis ravie d'avoir la possibilité de vous entendre sur ce panel. C'était très intéressant d'entendre ce qui se passe en France et ça me montre à quel point nous sommes unis dans les difficultés auxquelles nous faisons face et dans les différentes juridictions. Même si le projet de loi en France a l'air mauvais, mais c'est bien pire pour nous en Angleterre, au Royaume-Uni, et ça montre à quel point le Royaume-Uni est agressif dans son élaboration des politiques et de son environnement hostile pour les migrants. Quand je parle de migrants, je parle de toutes les personnes qui sont en précarité, qui ont besoin de protection. Nous avons déjà des exigences linguistiques pour la plupart des procédures au Royaume-Uni. Ils ont créé un système de pénalité pour les gens qui emploient les employés, et les employeurs font face à une infraction pénale, y compris une peine privative de liberté allant jusqu'à 5 ans, et l'employeur peut être tenu de payer une amende également, avec un sursis pour les industries en pénurie de main-d'œuvre. Malgré toutes les campagnes menées sur la société civile, les demandeurs d'asile ne sont toujours pas autorisés à travailler. La loi il y a eu un amendement infructueux sur la loi de 2022. Il y a eu un autre amendement qui a été fait au Royaume-Uni pour ce qui concerne la menace sur l'ordre public. C'est quelque chose qui a été mentionné pour essayer de retirer le côté du trafic et l'immigration illégale. Et on voit la même chose qui se passe donc pour nous, pour les gens qui font face à des expulsions s'ils commettent un délai au Royaume-Uni. On voit également qu'il y a énormément de refus qui sont effectués aussi en ce qui concerne l'attitude et le comportement de ces personnes. Donc, il y a beaucoup de similarités en ce qui concerne le contexte et les deux juridictions, mais ce qui se passe au Royaume-Uni en ce moment, c'est alors que le projet de loi a été fait et ça a été passé au Parlement, mais il n'y a pas eu d'études, il n'y a pas eu de deuxième lecture qui a été faite après l'introduction du projet de loi, malgré les conventions qu'on a dans ce pays et qui disent que c'est nécessaire. Il n'y a pas eu possibilité d'avoir une revue des experts parlementaires et le projet de loi a été présenté directement. Le gouvernement a introduit des amendements et tout ça a été réglé en 5 heures. C'est extrêmement, nous sommes dans un climat très difficile actuellement parce qu'il y a une majorité du gouvernement, c'est-à-dire que c'est difficile d'introduire des amendements et de défendre ces amendements et surtout qu'ils soient votés parce qu'ils ont la majorité au Parlement.
Ensuite, le projet de loi va passer sur la House of Lords, qui est donc une chambre non élue, comme vous le savez, pour la validation. Alors, qu'est-ce que ça signifie, ce projet de loi, pour le Royaume-Uni et la France? Je pense que c'est important de le mentionner et d'expliquer. Donc, cette loi sur l'immigration légale et le partenariat pour la migration et le développement économique avec le Rwanda, qui est le seul accord d'éloignement avec un pays tiers publié par le Royaume-Uni, va amplifier les tensions à la frontière franco-britannique et il va aussi causer des tensions supplémentaires du côté français de la frontière en ce qui concerne la partage des responsabilités et aussi ça va faire des tensions avec les voisins. Mais je pense que c'est une tactique de dissuasion. Le projet de loi a également de graves implications pour notre Constitution. Il y a eu, c'est un mécanisme qui ne prend pas, qui est un régime punitif, mais aussi qui essaye de mettre en place la dissuasion. C'est le plus important. Il n'y a pas de voie juste et légale pour pouvoir rejoindre le Royaume-Uni et les personnes qui arrivent de façon illégale au Royaume-Uni ne pourront plus faire une demande d'asile. Presque toutes les responsabilités pour le Haut-Commissariat des réfugiés a émis des inquiétudes quant au respect des traités internationaux. Cette tactique de dissuasion, nous ne pensons pas qu'elle sera effective et il y a aussi l'accord avec le Rwanda qui a été publié donc il y a 1 an. Mais cependant, malgré cet accord avec le Rwanda, les personnes continuent à faire la traversée pour le Royaume-Uni et c'est la preuve que les persécutions et ces nouvelles politiques ne dissuadent pas les personnes de traverser et de se rendre au Royaume-Uni. Donc, par exemple, il y a eu 45 000 personnes qui sont arrivées avec des bateaux sur l'année 2022. 51% sont juste sur le mois de septembre et octobre et c'était directement après l'annonce de l'accord avec le Rwanda. Et après le désastre qui s'est passé avec le naufrage qui avait eu lieu et ce qui a été passé ensuite en juin. Alors, le projet de loi a des implications graves, donc comme je l'avais dit, d'un point de vue de notre Constitution, en limitant le rôle judiciaire et parlementaire et en créant des pouvoirs étendus et peu de contrôle sur l'exécutif. Il y a aussi des inquiétudes quant au respect des traités internationaux, la responsabilité du Royaume-Uni, sur les conventions des Nations unies, sur les réfugiés, la Convention internationale des enfants. Le projet de loi a un impact aussi. Le ministre n'est pas en mesure d'affirmer que les droits prévus par les conventions européennes et les droits de l'homme seront respectés. Donc, c'est clair que ce projet de loi met à risque les droits de l'homme. Ça permet aussi au ministre de décider d'ignorer les mesures provisoires de la Cour européenne des droits de l'homme, plaçant le Royaume-Uni sur une trajectoire de collision avec le Conseil de l'Europe et la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, je vais expliquer un petit peu des points un peu plus spécifiques sur ce projet de loi et pourquoi ils sont problématiques pour les migrants. Tout d'abord, pour la plupart des réfugiés, ça crée une obligation pour les ministres de renvoyer tous les adultes et le pouvoir de renvoyer au SOI, c'est-à-dire qu'ils ne pourront plus recevoir des demandes d'asile. Ça veut dire que ce sera pour toutes les personnes qui seront rentrées sur le Royaume-Uni, même si la loi n'a pas été promulguée, pour des gens qui transitent par un pays où ils auront pu déposer leur demande au préalable. Les critères vont avoir un impact sur la grande majorité, sur tous les réfugiés qui arrivent au Royaume-Uni aujourd'hui et qui traversent à partir de la France. Ils ne pourront plus déposer leur demande d'asile au Royaume-Uni. Et ils n'auront plus de protection. La nationalité aussi est importante. Quand j'ai mentionné l'an juin dernier, ça a bloqué certaines personnes. Ils ont fait la différence entre les droits et les droits des réfugiés basés sur leur mode d'arrivée et non pas leur nationalité. Tout ce qui est regroupement familial ne marchera pas et ne s'appliquera pas pour les réfugiés.
Au lieu de fournir et d'offrir du soutien et une protection et un refuge pour ces personnes qui sont dans le besoin, ils seront détenus pendant 28 jours sans garantie adéquate. Ils ne pourront pas déposer leur demande, ils ne pourront pas avoir de conseil juridique, conseil légal, etc. Et ils ne pourront pas sortir. Donc, c'est assuré que c'est sûr qu'ils auront une détention pendant 28 jours. Les garanties statutaires existantes pour les enfants, pour les familles et les femmes enceintes vont être supprimées avec cette loi. Et pour les victimes de traite, ils ne pourront pas bénéficier également de réadaptation en tant que victimes de traite des êtres humains, etc., lorsqu'ils ont été persécutés. Les enfants non accompagnés, il y a eu beaucoup de personnes de ces enfants ont disparu actuellement parce qu'ils sont logés dans des hôtels du ministère de l'Intérieur et ces enfants ont disparu, ils se sont échappés. Et c'est un droit normalement de s'occuper de ces enfants. Donc, en plus de gérer leurs demandes et de ne pas considérer leurs demandes d'asile, les gouvernements vont renvoyer ces gens-là. Ils veulent aussi pouvoir décider si une personne sont des adultes ou non et comment ils vont les traiter, comment ils vont traiter leur dossier. Par exemple, si un enfant ne veut pas consentir à faire quelque chose, une procédure, dans ce cas-là, il va pouvoir être expulsé comme si c'était un adulte. Donc, le statut de l'enfant ne va plus faire foi. En ce qui concerne aussi les droits de l'homme et les demandes d'asile seront déclarées irrecevables à moins que des circonstances exceptionnelles ne s'appliquent. Ça veut dire que ce projet de loi va créer un groupe de personnes qui vont être dans une zone grise, une zone floue qui ne pourra plus rentrer dans une catégorie de personnes. Et la plupart de ces personnes pourront être expulsées, renvoyées dans leur pays ou sinon, ils pourront tout simplement être renvoyés dans un pays tiers. Et le seul pays tiers qui a été publié actuellement, c'est le Rwanda avec lequel un accord a été passé. Et on estime entre 161 000 et 192 000 personnes qui ont vu leur demande d'asile irrecevable et n'auront pas été renvoyées. Donc, c'est très peu probable que le Rwanda pourra accepter à peu près 160 000 personnes pour lesquelles les demandes ne seront pas recevables. C'est-à-dire que, par exemple, une personne française pourra être envoyée en France, mais pour quelqu'un qui vient d'Afghanistan, ne pourra pas être envoyé en France parce que la France ne va pas les renvoyer. Donc, en fait, le seul endroit où il va pouvoir être expulsé sera le Rwanda ou tout simplement un autre pays avec lequel le Royaume-Uni aura passé un accord. Le projet de loi veut aussi rendre le travail très difficile pour les ressortissants de l'Europe qui ne pourront pas contester leur renvoi. C'est-à-dire que si une personne, un ressortissant, veut faire une réclamation pour pouvoir rester dans le Royaume-Uni, ça va être de plus en plus difficile. Certaines personnes aussi qui sont au Royaume-Uni vont avoir des difficultés pour pouvoir sécuriser leur titre de séjour à l'avenir. Et ça veut dire que ces personnes vont finir résidents du Royaume-Uni, mais vont être sans papier et n'auront plus le droit de louer ou de travailler. En ce qui concerne les voies sûres et légales, il n'y en a pas et le gouvernement se garde les droits de pouvoir créer une réglementation qui ne permet pas, en fait, de voir ces voies sûres et légales. Et le gouvernement va pouvoir clairement décider de donner protection à certaines nationalités. Il y aura clairement une différence entre le nombre de personnes et la nationalité de personnes qui pourront rentrer dans le pays. Et le projet de loi s'étend sur la procédure actuelle d'irrecevabilité des demandes d'asile et de ressortissants. Donc, il y a énormément de raisons qui nous poussent à être très inquiets sur ce projet de loi qui empêchera beaucoup de personnes présentes au Royaume-Uni d'entrer légalement sur le territoire et de faire cette distinction entre les migrants, les réfugiés et les personnes qui vont pouvoir être mises dans des étiquetés.
en fonction de leur nationalité. Thank you very much, Merci beaucoup. Zoe. Merci Zoé, c'était vraiment une très bonne présentation. A bit disheartening, but that's okay, 'cause, our next Notre session will- session well, our next suivante section will va se focus on, concentrer how sur people comment les can gens se sont make organisés pour response. pouvoir We répondre. aren't quite short Nous on n'avons pas time, beaucoup de so temps. we might not On have n'aura time peut-être to have a pas le full temps Q&A d'avoir now, une but if session there were any questions-réponses maintenant, mais pressing s'il y a des questions questions très for précises pour Zoe and Zoé et Anna about the en two ce qui bills concerne that we les deux just projets de talked loi dont on about, a parlé, please, s'il vous plaît, n'hésitez pas à les poser. okay, I've got a question Alors, for j'ai une you, question Anna. ici de la part de Anna. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus en ce qui concerne la chronologie et les dates? Alors, il va y avoir une deuxième révision fin mai et ensuite, on va passer à l'étape suivante, peut-être la troisième semaine de mai et très probablement après. Si la House of Lords fait des amendements, dans ce cas-là, on rentre dans un système ping-pong, c'est-à-dire que ça repart sur la Chambre des communes et ça revient sur la Chambre des Lords, mais on peut s'attendre à ce que la loi soit promulguée première semaine de juillet, fin juin ou mi-juin. Thank you, Zoe. Merci Zoé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Très bien. Merci à Zoé et Anna pour cette présentation. Je serais ravie maintenant de passer la parole à Bshira qui va maintenant nous parler du CSP 75. Vous avez la parole. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Depuis les collectifs de sans-papiers, la CSP 75 avec tous les collectifs des sans-papiers, ça fait un moment qu'on se mobilise, surtout après la crise du Covid. C'était un moment de très, très forte mobilisation pour nous. Une mobilisation qui s'est faite sur 3 actes. Le 30 mai, au moment du confinement, il y avait une marche à Paris de 5000 personnes. Le 20 juin, il y avait l'acte 2 des sans-papiers. Aussi, c'était une marche très, très massive. Mais surtout, le 3e acte, qui était un acte très fort, c'était, on a marché partout en France. Il y avait 4 parcours, des marcheurs, presque plus de 300 sans-papiers qui ont marché sur un axe sud, Marseille, Montpellier, vers Paris, de Lille, Lyon, mais l'objectif, c'était arriver à l'Élysée et revendiquer la régularisation de tous les sans-papiers, la fermeture des CRA et de logements décents. Pourquoi je parle de ces 3 actes et de grande mobilisation depuis 2020 surtout, c'est que pour dire que nous attendons, suite à toutes ces mobilisations massives, à une régularisation massive des sans-papiers en France. Cette année, la fin de l'année 2022, elle a marqué quand on a commencé à parler d'une réforme, d'une nouvelle loi asile et immigration. On s'attendait à des assouplissements, on s'attendait à des régularisations. Et malheureusement, ce qui était annoncé, c'est comme a très bien expliqué Anna, c'est un durcissement. On parle d'un durcissement, on parle de rendre la vie des personnes exilées de plus en plus difficile, des amendements contre l'aide médicale de l'État, des amendements, projets de loi, tous contre, c'est pour décourager. Alors nous, on s'est mis à la lutte, depuis un moment en lutte, mais là, la lutte, elle change d'aspect, avec des associations d'aide aux migrants, avec le CIGE, la CIMAD. On s'est mis dans plusieurs formes et organisations de lutte pour nos droits. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que il faut se mobiliser. Il faut se mobiliser d'abord pour expliquer pourquoi nous sommes contre ce projet de loi, se mobiliser pour sensibiliser, que ce soit sur le terrain, que ce soit dans le cadre même s'adresser à des parlementaires
pour expliquer pourquoi un sans-papier en France aujourd'hui, il est contre ce projet de loi. Pourquoi on est contre? Parce que ce qui était annoncé, même pour la régularisation des travailleurs, ça prend une forme utilitariste des sans-papiers. Ce n'est pas tous les migrants qui ont des preuves de travail pour la simple raison, c'est que nous n'avons pas des permis de travail. On ne peut pas travailler tant qu'on est sans papier. Comment peut-on prouver au moins, oui, travail déclaré pour être régularisé? Ce qui freine nos mobilisations aussi dans le cadre des collectifs des sans-papiers, c'est convaincre les sans-papiers de faire face à ce projet de loi. Pourquoi? Parce qu'on s'est trouvé piégé, entre guillemets, et coincé. Les annonces médiatiques, les annonces qu'on les voit tous les jours, ça part d'une régularisation, même une régularisation massive. Le fond, c'est régularisation des travailleurs. Et comme j'ai dit, ce n'est pas tous les sans-papiers qui arrivent à avoir des preuves de travail. D'autant plus pour les femmes sans papier. Les femmes sans papier travaillent généralement les métiers, entre guillemets, du care. C'est garde personnes âgées, garde d'enfants, des heures de ménage. Et tout ça, ce n'est pas facile d'avoir des preuves de travail. Les femmes sans papier, dans environ la moitié des étrangers, les moitiés des personnes exilées, c'est des femmes, vont être les oubliées. S'il y aura une régularisation des travailleurs, il n'y aura pas de place pour les femmes sans papier. Et ça, on n'arrive pas bien parce que les annonces d'une régularisation massive freinent nos mobilisations. Si on veut convaincre les sans-papiers de sortir, de se mobiliser, ce n'est pas facile parce que malheureusement, il y a ces annonces de régularisation massive. Alors, le fond, ce n'est pas du tout ça. C'est pour ça, nous, on s'est mis d'abord à la sensibilisation de nos camarades, dire que ce n'est pas vrai, il n'y aura pas ça. Et la sensibilisation aussi dans le cadre d'organisation avec d'autres associations. Depuis fin 2022, la CSP 75 et d'autres collectifs des sans-papiers, on a rejoint l'interassociative qui se mobilise au sein de l'Assemblée nationale pour essayer de contacter les députés pour expliquer pourquoi ce projet de loi asile-immigration, c'est un danger. Pourquoi? Il faut expliquer par des faits réels. On a organisé le 6 décembre un rassemblement devant l'Assemblée nationale. On a essayé d'expliquer. Les collectifs de sans-papiers étaient présents comme premiers concernés, mais surtout aussi les associations d'aide aux personnes exilées qui ont aussi expliqué sur le terrain, les associations qui se mobilisent dans le domaine de la santé, du logement, de l'accueil, d'accompagnement des réfugiés. Chacun, il a expliqué pourquoi ce projet de loi, c'est une très grande régression des droits. En parallèle aussi, une organisation s'est mise en place, c'est l'UCIJ, Unis contre l'immigration jetable, à partir de fin de l'année 2022. Et c'est un collectif en fait qui fait écho à un collectif qui a existé déjà en 2006. C'était contre le projet après appelé Sarkozy 2. Et effectivement, cette année, ce collectif, il s'est remis en place. Il réunit plusieurs associations, Justice, CIMAD, des collectifs de sans-papiers, des syndicats. Aujourd'hui, c'est un collectif national, des mobilisations, des réunions publiques pour expliquer pour quoi ce projet de loi, pourquoi c'est dangereux, pourquoi c'est une régression, et aussi organiser des marches telles que la marche le 23 mars à Paris. Dernièrement, c'était la marche du 29 avril pour dénoncer les politiques discriminatoires et pour aussi dénoncer l'opération à Mayotte. Les mobilisations continuent toujours, on en a besoin parce qu'il faut d'abord sensibiliser, il faut se mobiliser. La marche des solidarités qui réunit aussi les collectifs des sans-papiers avec les organisations en soutien aux sans-papiers aussi organisent des marches. C'est ce qu'on essaie de faire pour se mobiliser. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, on est un peu freiné parce qu'il n'y a pas assez de sans-papiers qui se mobilisent contre ce projet de loi, comme c'était le cas en fin 2020 dans le cadre des 3 actes des sans-papiers, parce qu'à ce moment-là, on parlait vraiment de la régularisation
nos revendications étaient la régularisation de tous les sans-papiers. Aujourd'hui, ces annonces de régularisation, ça nous freine parce que beaucoup de sans-papiers, malheureusement, s'attendent à quelque chose. Le danger, on ne le voit pas clairement. Ce danger aussi, on parle de tests de langue. Alors nous, dans les collectifs de sans-papiers, on voit que c'est très, très difficile de prouver un certain nombre de niveaux de langue. Il y aura des freins pour la régularisation, ça, on est certain, mais aussi il y a des freins pour nous, pour la mobilisation. Ce qu'on essaye de faire, c'est sensibiliser. On essaye de faire aussi, ce qu'on propose aussi, c'est une mobilisation à l'échelle transnationale. Pourquoi? Parce que là, la réalité, c'est la même, que ce soit en France, que ce soit en Angleterre, que ce soit ailleurs, on voit que la réalité est la même. Les freins qui sont mis devant les personnes exilées, c'est les mêmes. C'est les politiques d'externalisation des frontières, c'est les politiques meurtrières sur les frontières, ce qui a créé aussi un certain envoi. Même nous, on a nos camarades, par exemple, même en Angleterre, des Soudanais qui ont passé, que ça fait 2 ans qu'ils attendent leur demande d'asile. Il y a un climat de déprime. La santé psychologique des sans-papiers aussi, vraiment, sont trop touchés, que ce soit des demandeurs d'asile ou des sans-papiers ou des mineurs, on le voit maintenant. Il y a vraiment cette politique de découragement, elle a vraiment touché, on voit les répercussions chaque jour. Parce qu'on voit des sans-papiers vraiment et des personnes exilées et demandeurs d'asile qui n'ont plus d'espoir. L'espoir qui les a poussés à marcher et à passer des années sur leur parcours pour arriver à ce point. Aujourd'hui, on voit que ces politiques de découragement, elles arrivent vraiment ils arrivent, mais nous, on essaye toujours et on fait face vraiment à plusieurs défis. Il y a un projet de loi qui s'appelle Casparian-Berger aussi, c'est contre les squats. Les amendes seront de 45 000 €, 3 ans de prison contre les squatteurs. Alors nous, on sait que plusieurs de nos camarades sans papier et demandeurs d'asile, et même avec leur statut, parce que c'est pas l'accès au logement, c'est pas quelque chose de facile. On sort pas de la précarité facilement. Aujourd'hui, on fait face à ce projet de loi Casparian-Berger qui est un très, très grand danger aussi. Et on fait dans le cadre de la plateforme du logement, la CSP 75 aussi essaie de se mobiliser contre ce projet de loi. Les défis sont majeurs et on essaye de se mobiliser de plus en plus dans différents cadres. Et on espère que ce cadre aussi sera un cadre plus large, transnational, parce que les défis et les politiques migratoires sont les mêmes. Et on les voit maintenant, même ailleurs, à Mayotte, on voit qu'on fait face aux mêmes défis, on fait face aux mêmes politiques discriminatoires et malheureusement aussi criminalisantes des personnes étrangères. C'est de plus en plus de climat de haine et de criminalisation. Et c'est ça maintenant, aujourd'hui, c'est le plus grand défi de sensibilisation, de mobilisation, qu'on espère que ça soit l'échelle la plus large possible. Et merci. Thank you so much, Shira. That was really, really excellent and so interesting. Merci, c'était très intéressant. Je suis vraiment contente que vous ayez accepté notre invitation et de venir nous parler. On va maintenant passer à la session questions-réponses pour les discussions d'aujourd'hui. Alors, je vais poser une question pour Shira. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus comment votre organisation s'est mise en place entre la collaboration avec les collectifs de sans-papiers et les syndicats et les autres groupes qui se battent contre la réforme des retraites en France, parce que donc il y a eu beaucoup de mouvements sociaux et ceci a créé un retard sur le projet de loi l'immigration à cause de la réforme des retraites, c'est ça? Et je pense que ça montre bien comment la solidarité à travers les différents secteurs et les différents segments de la population peut créer une coalition et peut vraiment
créer des changements et ensuite je passerai aux questions dans le chat. Merci pour la question. En fait, pour les collectifs des sans-papiers d'une façon générale et la CSP 75 bien précisément, se collaborer, se mobiliser dans le cadre d'un plus grand cadre de mobilisation avec des associations et des syndicats, c'est pas quelque chose de nouveau. La CSP 75, dans l'UCIJ, elle existait dans le cadre de l'UCIJ en 2006. À la marche des solidarités, on travaillait tout le temps avec le Solidaire, qui est un syndicat. Dans les cadres d'autres luttes, on travaille aussi avec le syndicat qui est la CGT. Nos camarades, on a des camarades aujourd'hui du collectif de Vétry. C'est un collectif en Île-de-France au 94 qui, ça fait 17 mois, qui sont en grève pour leur régularisation. C'est des travailleurs avec une société de sous-traitance avec la Poste. Ils travaillent, mais ils ne sont pas régularisés. Ils se sont organisés depuis 17 mois en 3 collectifs, comme on peut dire, ceux de 92 RSI, 91 ceux qui travaillent avec DPD, c'est une agence aussi de sous-traitance de la Poste, et le collectif de Vitry, c'est ceux qui travaillent à Chronopost. Et ça fait 7 mois qu'ils sont soutenus principalement par Solidaire, qui est un syndicat. Ce que je voulais dire, que tout le temps, il y a des travailleurs sans papier qui sont syndiqués au sein de la CGT, assistés dans des mobilisations dans le cadre d'un forum syndical, et beaucoup de sans-papiers sont déjà syndiqués. Moi, quand j'étais sans-papier, j'étais aussi adhérente de la CGT. Cette logique de s'adhérer dans des syndicats, on sait très bien que ça protège aussi les sans-papiers. C'est normal que quand il y avait les mobilisations contre la réforme de retraite, qu'on trouve des sans-papiers dans le cadre du cortège de la CGT, des sans-papiers, nos camarades de Chronopost, les grévistes depuis 17 mois, ils étaient tout le temps dans le cortège derrière Sud Solidaire. Et surtout, nous, la CSP 75, nos camarades, du moment qu'ils sont régularisés, ce n'est pas tout le monde qui quitte la CSP 75. On a des camarades aujourd'hui qui sont naturalisés depuis 10 ans qui sont à la CSP, parce que sortir de la précarité, ce n'est pas facile. Et parce qu'aussi, d'autres, c'est par solidarité avec les autres sans-papiers, et parce que là, on est tout le temps dans la... aussi, on aura toujours besoin de la CSP 75, il n'y a pas de rendez-vous, on peut perdre à tout moment son titre de séjour, qui très rarement devient un titre de séjour de 10 ans, un titre de séjour aussi pérenne. Du coup, on reste toujours. Aujourd'hui, on a la CSP 75, des travailleurs, des camarades qui sont arrivés à 64 ans parce qu'ils ont une carrière hachée ou parce qu'ils ont travaillé pendant 10 ans comme sans-papier. Ils arrivent avec une retraite très pénible. Ils sont touchés directement par cette réforme de retraite. Il ne faut pas oublier que nous sommes des travailleurs dans des secteurs dits aujourd'hui, des secteurs d'effort physique. Du coup, on sait très bien qu'arriver à 64 ans pour avoir sa retraite, ce n'est pas évident pour nous. La CSP 75, elle était presque tout le temps présente sur les mobilisations dans le cadre de la réforme de retraite. Comme on voit aujourd'hui, ça converge aussi avec les mobilisations contre le projet de loi Asile et Immigration. Parfois, ça retarde parce que c'était prévu le 29 mars de parler du projet. On trouve qu'il y a une convergence entre les deux. On est conscient de ça, et on essaie de se mobiliser dans le cadre, et en premier lieu aussi parce que nous sommes des travailleurs aussi essentiels, et ce projet de loi aussi, ça touche en premier lieu les personnes étrangères qui occupent le plus grand nombre des gens qui occupent des métiers fatigants, des métiers dans lesquels on ne peut pas arriver à 64 ans, c'est des étrangers. On est au cœur de ces mobilisations aussi. J'espère que j'ai répondu à votre question. Yeah, that was really perfect. C'était parfait, merci beaucoup. Je vais maintenant passer aux questions qui sont dans le chat.
Alors, il y avait une question de Irie. Désolée si je ne prononce pas bien votre nom. Je voudrais savoir si la mobilisation va rejoindre différents types d'associations et de groupes qui n'étaient pas impliqués avant et pourquoi. Et je pense que c'était sur la mobilisation sur les sans-papiers en France en réponse à cette nouvelle loi sur l'immigration. Peut-être c'est une question pour Bshira ou sinon Anna, peut-être? Bah, je pense que Chira a déjà en partie répondu à ce questionnement-là, mais bon, je vais lui laisser la parole. Mais c'est vrai que, si vous voulez, à chaque mobilisation, vous voyez que de nouveaux collectifs ou de nouvelles personnes s'agrègent aux différentes mobilisations, c'est certain. Mais vous avez une base qui est commune hein, depuis des années, et puis vous avez des nouveaux collectifs. Je pense par exemple très récemment, on a vu aussi des communautés asiatiques rejoindre la mobilisation, ce qui était peut-être un petit peu plus marginal auparavant. Mais Pchira pourra vraiment compléter bien plus utilement que moi cette réponse à cette question. Pardon. Merci Anna, oui. Là, vous parlez du collectif, c'est une association, Solidarité Asie-France, c'est une association de Bengali. On a vu avec nous, c'est vrai, des Afghans qui ont rejoint la lutte parce que même quand, pas que le projet de loi, mais les amendements qui sont en train de passer contre l'aide médicale de l'État, le prochain loi Gasparian-Berger contre les occupants des squats et tout ça. On a beaucoup de communautés, on a beaucoup de camarades qui habitent dans les squats et chaque jour, on se rend compte qu'il faut se mobiliser. Peut-être maintenant, dans le cadre de l'UCIGE, peut-être il y a plus de 50, Anna peut me corriger peut-être, mais plus de 50 organisations. Le plus grand défi pour nous, les sans-papiers, c'est avoir plus de collectifs des sans-papiers. On était plus nombreux en 2020 dans le cadre de la marche des sans-papiers. Il y avait plusieurs collectifs qui se sont créés à Grenoble, Marseille, Lyon, Rennes, Rouen, et les répressions et aussi ce discours de régularisation des travailleurs bloquent. C'est pas facile de mobiliser des collectifs des sans-papiers dans les régions. À Paris, on est très bien organisé, mais pour nous, notre plus grand espoir, c'est avoir plus de collectifs des sans-papiers et des sans-papiers qui rejoignent la lutte. Thank you very much. The other question that was in the chat, I think, has been answered. Merci beaucoup. L'autre question qui était dans le chat, je pense qu'elle a déjà été répondue. Jean-Pierre. Une autre question aussi pour du côté français. Est-ce que Anna et Pchira faire des commentaires sur la gauche politique, le parti de gauche à l'Assemblée nationale et les autorités locales? Est-ce que le parti de gauche essaye de challenger un peu le gouvernement là-dessus au niveau local et national? Oui, je peux essayer de répondre très, très brièvement. Je pense qu'il y a en effet un équilibre au sein de l'Assemblée nationale qui est quand même, qui n'est quand même pas favorable, je dirais, puisque la majorité, pour faire très simple, est de droite, mais nous avons vu quand même plusieurs partis de gauche réellement prendre position contre les régressions de ce projet de loi. Malheureusement, ensuite, en nombre, ils ne sont pas suffisants pour renverser le rapport de force. Et en tout état de cause, je pense que c'est très important de replacer ce qui s'est produit ici et ce qui s'est produit par rapport au projet de loi, par rapport au contexte beaucoup plus général et global. Et notamment de la réforme des retraites qui montre quand même qu'il y a vraiment de très grandes difficultés là à légiférer, quoi, disons. Et je pense aussi que par rapport à ce projet de loi, ce qui était vraiment très ennuyeux, c'est le fait que il y a quand même finalement peu de débats parlementaires. Le gouvernement essaye de passer en force. Pareil, je l'ai dit en introduction, l'utilisation de la procédure accélérée, mais qui n'est pas propre au projet de loi immigration, hein, c'est utilisé pour une très, très grande partie des textes actuellement. On voit bien que ces tentatives de passage en force complexifient considérablement le travail des parlementaires, et notamment l'utilisation de l'article dit 49.3, maintenant un petit peu célèbre
au-delà des frontières françaises, montre que ce passage en force fait que, finalement, il y a beaucoup moins de possibilités de débat et de constituer des contre-pouvoirs. Mais bon, on voit bien quand même que certains parlementaires de partis de gauche sont présents et soutiennent, les collectifs, et les associations sur ces démarches-là. Mais le nombre n'est pas encore assez suffisant. J'espère avoir répondu à la question. Were there any other questions from Est-ce qu'il y a d'autres questions? was that a hand from Est-ce que je vois Jean-Pierre avec la main levée? Okay, Allez-y. thank you very much. Merci. Yeah. I was wondering, je me demandais si donc il y a un rapport parlementaire de 2001 qui chiffre à 178 millions d'euros d'argent public les dépenses annuelles en France à la frontière franco-britannique. Et le chiffre va sans doute augmenter suite à la mise en œuvre de l'avion de Frontex sur le littoral français, qui a été mis en place suite au naufrage de novembre 2021. Il me semblerait utile de mettre en avant la question du coût en argent public et l'efficacité, ou plutôt l'inefficacité de la politique de maltraitance dissuasive qui est en cours à la frontière, et de comparer éventuellement les coûts français, les coûts en Grande-Bretagne aussi, enfin oui, au Royaume-Uni, et d'essayer de démontrer que tout cet argent pourrait être utilisé autrement par des mesures d'accompagnement social et de traitement, je dirais, positif des personnes exilées. Voilà, je voudrais savoir si des chiffres existent, si quelque chose de, je dirais, rationnel, entre guillemets, en tout cas de concret, existe, parce que malheureusement, dans ces questions-là, il me semble peu efficace de parler de questions humanitaires à des personnes qui sont majoritairement des politiciens de droite. Et je pense qu'il faut, en tout cas que ce serait utile d'utiliser des arguments entre guillemets rationnels avec toutes les réserves qu'on peut mettre là derrière. Voilà, c'est simplement ma question. Thank you. And, Merci I've just put Jean-Pierre. J'ai mis dans le chat un lien, un rapport qui estime le coût des accords bilatéraux entre la France et le Royaume-Uni depuis les années 90. Et donc, cette estimation est à peu près 1,3 milliard. Donc, voilà, des dépenses vraiment importantes. Et j'ai mis un autre lien par rapport aux détails voilà, de ces accords bilatéraux. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres intervenants qui aimeraient parler sur ce point. Oui, oui, Anna. allez-y, Anna. Moi, c'est juste un mot pour dire qu'en effet, on peut parler vraiment de gabegie en termes économiques. C'est absolument faramineux. Par exemple, on le sait, ça a été largement documenté. Le coût d'une expulsion, c'est environ entre 10 000 et 15 000 euros par personne. Ça, c'est un premier point que je voulais dire. Donc, on sait très bien que les centres de rétention administratifs, toutes les mesures, le fait de garder des personnes en détention, de les contrôler, etc., tout ça coûte extrêmement cher. C'est vrai que donc il y a pas mal d'informations. On pourra compléter après un document pour donner les liens et les infos. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est toujours oublier, s'il fallait le rappeler, évidemment, on est contre une vision utilitariste des migrations, mais néanmoins, on sait très bien que les personnes qui sont ici contribuent très largement à la vie économique des pays sans pour autant pouvoir bénéficier de leurs droits. Voilà, donc je vais juste préciser ces deux choses et confirmer ce que vous disiez, Jean-Pierre. Thank you. And there's also a new initiative from Merci. Il y a également une initiative d'une organisation qui s'appelle Costility, basée au Royaume-Uni. J'essaie de trouver un lien pour vous. Voilà.
Est-ce que je peux ajouter quelque chose par rapport au contexte britannique pour répondre à la question de Jean-Pierre? Je pense que lors de cette discussion monétaire, les gouvernements nous donnent des chiffres, nous donnons des chiffres au gouvernement. Il y a des fois ici au Royaume-Uni des justifications utilisées par rapport au coût pour chaque cotisant. Lorsque nous parlons peut-être du fait de loger quelqu'un dans un hôtel, nous voyons que le gouvernement évite toute question de la manque du logement ici au Royaume-Uni. Donc, nous avons vu que les travailleurs ont utilisé une stratégie liée à cette idée d'essayer de chiffrer les différents éléments de ce projet de loi. Donc, comment trouver du logement ou trouver des endroits en détention pour ces individus, etc. Je pense que cela peut être utile en ce qui concerne le fait que ce projet de loi ne va pas marcher, mais également, je pense que nous devons examiner d'autres éléments de cette question. Le fait qu'au lieu d'utiliser ces mesures punitives, l'idée serait plutôt de créer des processus plus efficaces pour émettre des décisions plus rapidement lors des demandes. Tous ces aspects juridiques doivent être réexaminés pour essayer de les rendre plus efficaces pour ne pas coûter si cher pour l'argent public. Donc, comment vraiment améliorer les processus est un vrai argument, je pense. Des fois, nous nous perdons un peu dans les chiffres, mais je pense que nous devons essayer de vraiment toujours renforcer la question des obligations juridiques parce que à la fin, je pense que nous devons absolument réitérer ces obligations. Thank you, Zoe. I think that's Merci, Zoé. C'est très utile, je pense, lorsque nous essayons de nous exprimer de manière claire. Nous avons encore 1 minute, donc s'il y a d'autres questions, une dernière question peut-être, n'hésitez pas à lever votre main ou à la mettre dans le chat. Il y en a une dans le chat, je crois, Francesca, qui est importante en plus. Yes. Thank you. Ah oui, donc une question de Mita, donc pour Bashira. Au Royaume-Uni, à cause de cet environnement hostile et la criminalisation des migrantes, cela peut être dangereux pour les gens sans documents et sans papier de participer aux mobilisations, etc. Est-ce que vous avez quelques conseils pratiques pour aider les organisateurs à bien protéger les personnes sans papier pour leur permettre de participer à la résistance? C'est une question très importante. Bashira. Merci pour la question. En fait, si on parle des collectifs des sans-papiers, nous, quand on part pour essayer de mobiliser les camarades, on essaie par exemple, partir dans des foyers, des personnes exilées, ou toujours, on dit qu'on ne peut pas être mieux protégé que quand on fait partie d'un collectif des sans-papiers. Nous, quand il y a un camarade qui est arrêté, on se mobilise tous, on part devant les commissariats, sinon même devant les centres de rétention administrative pour essayer de libérer cette personne. La CSP 75 dans l'histoire, et ils ont parti même vers l'aéroport de Charles de Gaulle pour défendre un camarade pour qu'il ne soit pas expulsé. Juridiquement, d'un autre côté, nous avons des avocats bénévoles et chaque fois qu'on une manifestation, on sent qu'il y aura un problème. Normalement, tout le temps, nous, on n'est jamais arrêté dans des manifestations qui sont organisées par la CSP 75, mais quand on part, par exemple, vers des mobilisations dans le cadre contre la réforme de retraite et tout, nous avons toujours des numéros de téléphone des avocats bénévoles qu'on essaye de distribuer un certain nombre. Ce n'est pas un seul avocat, mais 4, 5, et on distribue pour être sûr qu'on dit à la personne qui a un seul numéro à appeler que ce numéro-là, n'appelez personne.
Et c'est notre stratégie pour essayer de protéger le maximum nos camarades. Mais le plus grand argument, c'est qu'il ne faut jamais rester isolé, il faut toujours rejoindre un collectif pour être protégé. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Thank you, that's so helpful and also. Oui, merci Bachira, c'est très utile et c'est vraiment un message très fort à véhiculer, le fait que nous devons essayer de rester ensemble en tant que collectif. J'ai une dernière question que j'ai manquée. Nous allons peut-être juste répondre à cette dernière question avant de clore la réunion. Donc, est-ce que ce serait possible de donner un peu plus d'informations par rapport aux réponses? Donc, comment les deux projets de loi se répondent? Donc, est-ce que l'accord Rwanda a une certaine influence lorsqu'il s'agit de la France? Je ne sais pas qui doit répondre. Je voyais que Zoé peut-être avait envie de répondre, mais moi je pense que on sait quand même qu'entre les deux, alors désolé, aujourd'hui on a peut-être un peu moins parlé de la Belgique, mais on sait aujourd'hui que les relations quand même franco-britanniques de tout temps sont quand même très tendues. Donc en effet, je suis pas sûre qu'on puisse parler mais je me trompe peut-être, hein, mais du fait que des projets de loi se répondent entre eux. Simplement, ils suivent à peu près la même logique, c'est-à-dire de criminalisation, de dissuasion des migrations. Ils partent sur le principe et sur le fait que, par peur d'une pseudo ou soi-disant invasion, il faut absolument se protéger et refermer les frontières. On voit bien que tous ces systèmes, tous les dispositifs qui sont proposés ne fonctionnent pas et entraînent davantage de morts. Voilà. Mais en tout cas, je ne sais pas si on peut parler d'interaction entre les deux. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui peut répondre sur ça. Et l'accord, il est certain que, par exemple, des accords internationaux comme celui qui avait pu être passé aussi par le Danemark, évidemment, la France va surfer sur ça pour tenter de sous-traiter et d'externaliser également. Voilà. Je suis désolée, ce n'est pas très clair comme réponse, mais ça mérite réflexion. Thank you, Anna. Merci Anna. Zoé? Yeah, I agree. Oui, je suis completely with d'accord what avec Anna. Je ne pense pas qu'il s'agit des deux parlements qui essaient de répondre l'un à l'autre. Nous voyons qu'il y a des choses proposées dans le projet de loi français qui existent déjà dans la législation britannique depuis de nombreuses années. Cet environnement hostile, par exemple, mais je pense que le résultat de la litigation Rwanda va peut-être être très intéressant pour nos voisins, pour le Danemark, les Pays-Bas, le Parlement néerlandais, et regarder cette question des centres de réfugiés hors de l'Union européenne. Donc, je pense que ce qui va peut-être se passer ici va établir un mauvais précédent. Si nous sommes en train d'aller contre nos obligations internationales, il va peut-être y avoir d'autres pays qui vont nous suivre. Thank you, Zoe. Merci, Zoé. We're now 5 minutes Nous over dépassons notre temps de 5 minutes, donc je pense que nous allons devoir clore notre réunion aujourd'hui. Je sais que vous êtes tous très occupés. Donc, merci de votre participation. S'il vous plaît, suivez-nous sur Twitter pour bien suivre notre travail et nos événements futurs. Et si vous êtes intéressé à nous rejoindre, si vous êtes une organisation britannique ou au Royaume-Uni, en Belgique ou en France, et si vous êtes intéressé à ces questions transfrontalières, n'hésitez pas à nous contacter. J'aimerais juste clore en remerciant nos panélistes et également merci à nos interprètes qui ont bien facilité notre communication. Merci encore et à Magali et à Sarah.